Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Smart Imo, un Smart Imo spécial dîner, les 100 qui font la ville, 100 personnalités et qui sont réunies à l'Intercontinental rue Scribe à Paris. On va en parler, bien sûr, on a quelques-unes de ces personnalités. On va démarrer dans un instant avec la personnalité de l'année. Ensuite, on verra quels sont les enjeux de la filière bois, c'est notre débat. Et enfin, avec un expert, on verra comment les collectivités locales peuvent passer au vert sans se mettre dans le rouge. Smart Imo, c'est parti. On est ravi d'accueillir sur Smart Imo la personnalité de l'année en direct du dîner des 100 qui font la ville. Et la personnalité de l'année, c'est Fadia Karam. Bonjour Fadia. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Espace Ferroviaire et on va voir avec vous ce que vous avez réalisé non seulement cette année, mais au long cours, puisque ce sont des réalisations vraiment au long cours. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre parcours pour démarrer ? Écoutez, donc je suis déjà libanaise d'origine. Donc je suis arrivée en France il y a maintenant 35 ans avec une formation d'ingénieur architecte, urbaniste. Et donc les premières dizaines d'années étaient un mixte de travail et de formation, donc dans des différentes entreprises, mais aussi dans les écoles, grandes écoles de l'aménagement, la maîtrise d'ouvrage urbaine, comme l'école des ponts, les SEC, sur le management immobilier. Et donc au travers de tout ça, j'ai pu me construire et me faire mon idée sur ma passion. C'est-à-dire comment je vais approcher la fabrique urbaine dans mes années à venir, dans mon métier. Oui. Et ça vous venait d'où cette passion justement pour la ville, pour la fabrique de la ville ? Déjà, je viens d'un pays qui est riche en histoire, en patrimoine, mais qui a été meurtri par la guerre. Bien sûr. Et c'est lourd sur un enfant qui grandit de rêver de la beauté, de rêver d'une ville dans laquelle tout le monde est heureux et qui est dans des situations très difficiles au quotidien. Et c'est un combat pour dire qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire meilleur, qu'il y a un monde meilleur. Et cette aspiration vers le meilleur m'a toujours tirée. Oui. C'était un choc quand vous êtes arrivé en France ? Ah oui, un choc d'une générosité incroyable. Déjà, je considère que c'est une générosité d'accueillir des jeunes qui viennent d'autres pays sans jugement. Parce que quand je suis arrivée, mon diplôme, je ne sais pas ce que ça signifiait pour les gens en France. Mais moi, je savais ce que j'avais fait. Je savais ce que je pouvais donner, mais je savais tout ce que j'avais à apprendre. Et le choc, c'était de voir toutes les services, la qualité de vie. Et tout est gratuit. Les musées, je veux dire, c'est rien, les entrées dans les musées en France. Alors que les infrastructures culturelles sont quasi absentes dans des pays en développement ou en sous-développement. Pourtant, le Liban n'est pas un pays très dégradé, mais étant en guerre, quand j'avais un livre, j'étais ravie. Alors là, quand je rentrais dans les bibliothèques à Paris, je faisais mes recherches, j'ai fait des thèmes sur l'histoire de Paris, la ceinture, les premières ceintures, comment ça s'est fait, comment ça s'est effacé dans les bâtiments, dans des grandes archives parisiennes. C'était pour moi des moments d'immersion totale dans une culture et surtout de bonheur de tout ce que je n'ai pas pu déguster dans des années précédentes. Ouais. C'est une richesse incroyable. Tout est à disponibilité. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte. Non, mais ça c'est vraiment c'était les. Et c'est dommage, oui. Et c'est dommage, et c'est ce que toujours je disais, parce que moi j'étais dans la joie et je suis toujours dans la joie de dire merci mon Dieu d'avoir eu toute cette chance et cette cette évolution de mode de vie. Et quand je vois les gens qui se plaignent et en permanence dire que c'est pas suffisant, je dis ils n'ont pas vu la vie dans toute la facette. Oui, oui. Ouais. Alors il faut dire, Fadia, que c'est vrai que vous étiez plutôt un bon profil, une bonne élève, très douée en mathématiques, vous l'avez dit, également attirée par tout ce qui est art, par ce qui est poésie. Et vous avez déclaré il y a un instant sur la scène ici, la beauté apporte aussi de la valeur dans la ville. Expliquez-nous. Et en fait, dans tous les cas, on est dans la période la plus compliquée aujourd'hui, dans une situation où on ne sait plus comment placer notre activité de développeur immobilier. Donc là, je vais dans le deuxième aspect, parce qu'on se dit, il y a pas, les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, les promoteurs ne sont pas au rendez-vous. Mais on peut quand même remarquer que
quand il y a des bâtiments qui sont beaux, ils peuvent passer plus de leur valeur dans le temps. Quand ils sont intelligemment conçus, c'est-à-dire réversibles, Oui, transformables, flexibles et agréables à vivre, euh, ils auront toujours une valeur au regard des investisseurs et des acquéreurs potentiels ou utilisateurs. Donc, c'est une forme de pérennité de valeur qui sera et qui est aujourd'hui recherchée par les investisseurs, qui se ressentent peut-être sur le centre de Paris, parce qu'on a des bâtiments qui sont jolis, qui sont de belle qualité, des belles hauteurs sous plafond, qui peuvent muter. mais du qui bureau. sont très anciens, c'est-à-dire que le bel haussmanien, Oui. il a déjà plus d'un siècle Oui, mais le pratiquement. bel haussmannien, il est très intelligemment conçu. C'est vrai. C'est aussi beaucoup d'ingéniosité, parce qu'on a la hauteur suffisante pour pouvoir donner 1001 programmations dans le même espace. C'est des bâtiments qui sont assez compacts autour d'une cour, hein, et souvent il y a cette transversalité qui permet d'assurer la ventilation Oui, des locaux. Donc, qui sont des bâtiments sains, hein. Donc, bien ce qui sûr. leur manque, c'est peut-être la dimension biodiversité, parce que c'est des cours très minérales. Et c'est là, nous, notre rôle, c'est de partir de ces modèles, de ce type de bâtiments ou d'îlots urbains très bien conçus, très denses, parce que c'est des densités très importantes, mais de les fertiliser. Et donc, moi, je profite aujourd'hui de nos fonciers artificialisés, qui sont des fonciers ferroviaires, pour les transformer en quartiers, mais beaucoup de travail avec la maîtrise d'œuvre sur le mode d'îlotage d'urbanisation. Et donc la compacité, c'est un gain d'économie d'énergie, c'est un gain de circulation, mais aussi Bien sûr. moyen de refertiliser le cœur d'îlot. Donc c'est peut-être du haussmannien, mais nouvelle génération. Mm. Donc où la nature reprend place, mais dans des îlots très compacts, très denses, et qu'on assume pleinement. Parce que quand on fait des îlots compacts, on libère de l'espace public. Et l'espace public, il est ouvert à tous. Et donc, plus l'espace public est riche et de qualité, plus il étend toutes les surfaces du logement et des espaces de bureau. Et Donc, on a c'est une générosité gratuite. et un partage de la ville pour tous. Exactement. Et Vous c'est de la valeur pour l'immeuble, parce que Oui, c'est l'adresse de l'immeuble, c'est son espace d'extension, c'est la pièce en plus. Mais la pièce en plus dans laquelle on va chercher de l'interrelationnel et non pas juste de la qualité pour soi. bien sûr. On a son espace de soi, mais on a l'espace où on va partager avec notre quartier, la communauté. Et c'est ça qui fait l'équilibre de la santé mentale des gens. C'est Bien se sûr, c'est le croiser, lien c'est finalement. échanger. Et ça, je pense que c'est pour ça, nous, dans la conception qu'on s'est donnée de nos projets, c'est que ça ne soit pas uniquement une performance technique. C'est plutôt une performance technique, sociétale, sociale. Donc, du coup, trouver toutes les catégories sociales dans nos quartiers, mais aussi trouver ces lieux de partage et qui soient de qualité Bien sûr. pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, vous avez dit, et on le sait, hein, il y a beaucoup de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les aménageurs, l'immobilier d'une manière générale. Est-ce que cette contrainte économique, on peut justement, on y fait face évidemment, elle est là. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'elle soit un peu trop importante aujourd'hui et qu'elle nous empêche finalement peut-être de faire du beau, de faire du durable? Alors, sur la qualité et la beauté, je lâche jamais. Ça, c'est hors de question. Et c'est pas parce qu'on en fait un acharnement. Parce que, comme je le disais, la qualité et la beauté, elle est garante de la valeur Dans le temps. dans le temps. Et donc, je lâche pas là-dessus. Et par contre, là où on est tous appelés, dans les différents métiers qu'on représente, c'est d'apporter plus d'ingéniosité et de créativité sur la façon de produire. Donc, on peut parfois, en s'appuyant sur toutes les innovations de l'industrie et de la ville, avoir des process de construction plus rapides, plus économes, plus garants d'économie de ressources aussi, comme la construction hors site, comme les produits biosourcés, Oui, géosourcés, donc qui sont aussi des leviers d'innovation dans la construction. Donc, bien sûr, c'est pas nécessairement toujours plus économe, mais il faut raisonner économie globale. Un temps de chantier plus court et une décharge plus réduite pour les utilisateurs peut attirer des investisseurs
sur un projet, beaucoup plus que des chantiers qui sont interminables et qui sont en même temps, au final, des gouffres de Bien sûr. consommation énergétique. Donc je parle de ce cas-là, mais je voudrais parler aussi de la place de la santé. On a travaillé et on a mis un collectif à bord avec la Fondation Palladio pour travailler de la place du soin qui est le service le plus humaniste, hein. Oui, Le soin et donc la santé dans la conception des quartiers, dans la conception des immeubles. Donc ça, c'est de la valeur aussi. Donc c'est du temps passé et c'est peut-être pas nécessairement plus de coûts, mais c'est c'est de de la l'ingénierie valeur. finalement. C'est de l'ingénierie et donc savoir choisir la bonne maîtrise d'œuvre, donner les bonnes attentes pour avoir une qualité d'espace, un espace sain, c'est-à-dire un espace de ventilation naturelle, les matériaux qui sont sains. Donc tout ça aide à créer de la valeur qui est vendable. Donc on sait amplifier la valeur en travaillant sur l'ingénierie industrielle de la production de la ville, mais aussi on sait créer de la valeur Mm. d'optimisation sur des montages différents où la valeur foncière impacte les bilans des opérateurs et comment on peut trouver des montages dissociation du sol par rapport au bâti ou différer de la valeur dans le Bien temps sûr. de la valeur foncière pour aider l'acquisition à se faire. Donc en tout cas en tant qu'aménageur aujourd'hui nous on travaille main dans la main avec les opérateurs immobiliers, on prend en compte cette contrainte de marché. Alors, on essaye de trouver ensemble des solutions. On donne du temps aussi. On leur donne plus de temps pour trouver leurs solutions. C'est-à-dire là où on était plutôt dans des contraintes, on ne vend pas un lot avec une condition de commercialisation. Là aujourd'hui, on donne plus de temps pour que les gens fassent leur commercialisation. Bien Donc sûr. on n'est pas, voilà, on est facilitateur parce qu'il faut que la fabrique urbaine neuve continue. Bien sûr, c'est important de rénover l'existant, mais c'est très important de créer de bons bureaux, de bons logements, d'une nouvelle génération qui est conçue depuis le début avec un système optimisé et intelligent pour être plus durable dans le temps. Voilà, et si ça peut être beau et durable, ben, c'est tant mieux et ça le sera fatalement. Voilà, et soyons solidaires et unis pour qu'on fasse tous le mouvement de se réinventer à chaque projet et d'aller chercher des solutions par la transversalité des métiers. Parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur les convictions et les valeurs qui guident chaque jour. Donc, Fadia Karam en tant que dirigeante et décisionnaire d'Espace Ferroviaire. Merci, Fadia. C'était un plaisir et à très bientôt sur Vismart. Merci à vous. Au revoir. Le débat sur Smart Imo va s'intéresser tout de suite à la filière bois qui connaît un formidable essor depuis quelques années. On est ravis d'en parler avec une des 100 qui font la ville, c'est Sarah Laroussi. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CNDB, le Comité national du développement bois. Un petit mot justement sur ce CNDB avant d'attaquer les enjeux pour cette année 2025. Alors le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois, comme vous venez de très justement le dire. C'est un centre de ressources et d'informations autour du matériau bois et ses nombreux usages auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Donc nous disposons d'un certain nombre de documents techniques, Oui. animant des conférences, des visites d'opérations en bois, et également organisons et formons un certain nombre d'acteurs de la ville à construire et rénover avec le matériau bois. Oui, alors le matériau, quand on parle du bois, évidemment, on est obligé de parler du début, c'est-à-dire de la forêt. Et la forêt, on en parle de plus en plus. Ça brûle un petit peu partout sur le globe, malheureusement. On est en plein changement climatique. Comment on prend soin, justement, de cette forêt ? Alors on a la chance d'être une filière du coup composée d'hommes et de femmes passionnés, donc 420 000 acteurs aujourd'hui qui œuvrent sur le terrain de la ressource à ses nombreux usages et transformations. C'est vrai que la forêt est sujette au changement climatique, elle est en première ligne, donc on peut observer la sécheresse, on peut observer le stress hydrique, on peut observer les incendies de plus en plus présents partout dans le monde, hein, pas uniquement en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on accompagne la forêt dans ces nombreux changements, évolutions à travers entre autres la migration des espèces, donc comment on accompagne des espèces aujourd'hui qui avaient historiquement l'habitude de pousser dans certaines stations forestières, zones forestières, peut-être ou zones même nationales, plutôt certaines essences par exemple plutôt dans l'ouest de la France ou dans le sud-ouest, et aujourd'hui qu'on retrouve plutôt dans le centre de la France, voire un peu plus haut. Comment également on accompagne les essences aujourd'hui présentes pour les aider à avoir les meilleures conditions
pour pouvoir pousser et répondre aux enjeux de construction. Et la gestion du coup forestière est un acte aujourd'hui indispensable pour accompagner du coup le développement de la construction. D'autant, Sarah, que la France est un grand pays forestier. Hein. On a évidemment énormément de bois et d'essence de bois. On est richement gâté de ce côté-là. Complètement. En fait, la forêt française, elle représente un tiers de notre territoire. Elle est à proximité de chacun et chacune. Et elle a un rôle essentiel dans la décarbonation. C'est le deuxième puits carbone mondial, après les océans. Oui. Et aujourd'hui, en fait, elle est également en péril. C'est là toute l'importance également de tout ce travail qui est mené sur le terrain pour avoir les essences qui soient les plus adaptées au climat d'aujourd'hui, mais surtout au climat dans 20, 30, 40 ans. Parce que comme vous le savez, le temps des forêts, c'est un temps long. Oui. Donc les essences que nous plantons aujourd'hui, en fait, on pourra les observer dans 30 ans à minima, voire 50 ans pour certaines. Et donc c'est vrai que c'est un travail de dure haleine, mais qui est mené avec conviction et passion au quotidien. Et voilà, effectivement, des métiers au long cours. Alors justement, on va se pencher sur les métiers de la construction bois. Là aussi, il y a un immense défi pour la filière, c'est de trouver les bras, les talents finalement pour cette filière, parce que c'est vrai que comme beaucoup de métiers manuels ou dit physique, il faut essayer d'attirer de nouveaux talents et notamment les jeunes. Complètement. Alors l'attractivité des métiers, c'est un point essentiel, mais aujourd'hui qui est partagé avec un très grand nombre d'autres filières et d'autres métiers. Donc faire connaître tout d'abord nos métiers auprès du plus grand nombre. On a la chance d'avoir un certain nombre de programmes aujourd'hui qui sont mis en place par l'interprofession nationale France Bois Forêt ou le Codifab, qui sont nos structures référentes et qui nous permettent de mener à bien un certain nombre de projets chaque année. Donc je pense entre autres à Verywood Métiers ou à Métiers Forêt Bois, qui sont du coup deux références sur le sujet et qui permettent du coup de référencer un certain nombre d'offres d'emploi entre autres et de formations disponibles. Et puis ensuite il y a tout je dirais le panel aujourd'hui disponible de personnes en reconversion. On a observé cela post-Covid avec pas mal aujourd'hui d'acteurs du bois qui avaient une autre vie précédemment et qui ont découvert le matériau, ont recherché un métier qui avait du sens et ont découvert les métiers du bois qui sont peu connus, mal connus, méconnus pour certains, mais surtout très diversifiés. Donc ça permet aussi de découvrir des métiers auxquels on ne pensait pas du tout, sur lesquels on n'avait pas forcément la bonne image. Donc je ne peux que conseiller à ceux qui s'y intéressent et s'intéressent à changer peut-être et à rechercher un métier avec un peu plus de sens, à aller vers les sites que j'ai cités précédemment. Ouais, et puis on est sur quelque chose de très pratique, de très local également. Hein. On ne peut pas délocaliser nos forêts. Ça, c'est sûr qu'on a besoin de les travailler de manière très, très concrète. Exactement, des métiers ancrés dans les territoires qui apportent une réelle valeur ajoutée, des métiers aujourd'hui en circuit court, comme vous le disiez. Donc il est possible aujourd'hui de construire 100% en bois français. Et on ne le dit jamais assez, la forêt française offre un certain nombre de services et permet en fait de répondre aux enjeux de décarbonation que je ne peux que rappeler là aussi. L'horizon 2030, c'est moins 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est les accords de Paris. Moins 2050, on est neutralité totale carbone. Donc il faut impérativement 2030, c'est dans 5 ans. Donc il est temps d'agir et d'agir concrètement. Ouais, le compte à rebours est lancé, pas évident, mais on va tout faire évidemment pour respecter ces accords de Paris. Puisqu'on parle justement de ces échéances, il y a aussi l'impératif de changer un peu le mode de construction, notamment de trouver de nouvelles solutions pour la ville. Vous l'avez dit, on utilise de plus en plus le bois pour la surélévation, construire la ville sur la ville, mais aussi pour la rénovation. Complètement. Alors aujourd'hui, la ville a un rôle indispensable dans la décarbonation. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de, je crois, on est aux alentours de 60% de la population mondiale qui vit en ville. Et puis ce pourcentage ne va faire que croître pour atteindre, je crois, aux alentours des 80% à l'horizon 2050. Donc c'est vrai qu'il faut en être conscient et pouvoir se dire comment aujourd'hui, pour éviter l'étalement urbain, comment aujourd'hui, pour répondre aux enjeux environnementaux, on peut apporter des solutions pour loger confortablement, offrir des bureaux, offrir des lieux de vie, de culture, de loisirs les plus efficients et thermiquement et acoustiquement et même en termes de qualité de vie tout simplement. Et le bois offre toutes ces solutions. Et vous l'avez évoqué avec beaucoup de justesse, la surélévation est une véritable solution aujourd'hui pour les villes. La ZAN, c'est beaucoup plus léger évidemment.
complètement, à redistribuer les cartes. Et là, on a envie, en effet, de retrouver des matériaux qui s'inscrivent dans du bâti existant. On parle beaucoup de rénovation, de réhabilitation, donc là aussi, le bois a toute sa place. Oui. Et la surélévation, on vient, je dirais, uploader, je ne sais même pas si on peut le dire, mais en tout cas, du coup, surélever, du coup, 1, 2 étages, du coup, un bâtiment sur 1, 2, voire 3, 4 étages. Le matériau bois est très léger. Bien sûr. Et permet, du coup, sans charge additionnelle, du coup, à un bâtiment de venir acquérir du coup de la surface disponible en complément. Et ça, c'est un réel atout aujourd'hui. Et oui, c'est un enjeu, bien sûr, pour nos villes, trouver de l'espace, intensifier aussi la fabrique de la ville. Voilà, on en sait un petit peu plus, sans oublier évidemment que le bois, c'est un matériau noble, hein, et puis c'est tellement agréable. Alors, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur les enjeux de cette filière bois pour 2025, donc en plein développement. Merci à vous, Sarah Laroussi. Je rappelle que vous êtes faites partie des 100 qui font la ville, une fois de plus pour cette année, directrice générale du CNDB. À très bientôt sur Smart Imo. Merci infiniment. Et notre expert du jour, c'est François Bourvig. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la SPL Marne-au-Mois pour Société Publique Locale. On va voir avec vous comment passer au vert sans se mettre dans le rouge pour les collectivités locales. Vous faites partie surtout des 100 qui font la ville et que Innovastress a souhaité récompenser. François, racontez-nous un peu ce que fait la SPL Marne-au-Bois. Alors la SPL Marne-au-Bois est un aménageur principalement qui travaille à l'est de Paris, juste à côté du bois de Vincennes pour les villes de Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Brie-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et l'intercommunalité, l'agglomération Paris-Est Marne-et-Bois. Oui, alors bien sûr, d'immenses défis. On parle de plus en plus du Grand Paris, bien évidemment, des travaux en cours, des travaux qui s'étendent bien sûr sur plusieurs années. Quels sont les grands chantiers justement dans ces communes en ce moment? Alors on a un grand chantier qui concerne toutes ces communes, qui est le Grand Paris Express, puisque à peu près toutes les communes que j'ai citées ont une gare du Grand Paris Express qui va se localiser sur leur territoire. Et nous accompagnons notamment sur la gare de Val-de-Fontenay, qui est l'interconnexion entre cette ligne 15 du futur Grand Paris Express, le RER A et le RER E. Sur Val-de-Fontenay, nous accompagnons donc l'arrivée, ou plutôt le lancement de ce grand projet, puisque les tunneliers vont rentrer sous terre à Val-de-Fontenay en 2026 et nous sommes dans les travaux préparatoires de cette grande infrastructure qui va révolutionner l'Île-de-France. Et qui va durer combien de temps? Alors les travaux ne vont pas être si longs puisque c'est 5 ans à peu près et la livraison du métro est prévue pour 2030-2031. Donc c'est maintenant très, très, très imminent. Ouais, exactement. Il faut dire que c'est déjà un nœud de transport, un carrefour de mobilité Val-de-Fontenay. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est près de 100 000 voyageurs jour. Donc c'est déjà un point de passage incontournable à l'est de Paris. Avec l'arrivée du Grand Paris Express et le tramway T1 aussi qui arrivera ici en terminus, ça fera 170 à 200 000 voyageurs jour, ce qui fait la deuxième gare hors Paris de l'Île-de-France après la Défense. Donc c'est un nœud d'interconnexion absolument fondamental qui s'accompagne d'un développement urbain assez considérable que nous conduisons avec Marne-au-Bois SPL sur près de 100 hectares autour de cette gare RER et bientôt métro de Val-de-Fontenay. Oui, il y a un autre enjeu dont on parle de plus en plus, on en voit les effets tous les jours, c'est évidemment le changement climatique. Les villes doivent s'adapter, la ville de demain doit s'adapter. Comment vous appréhendez justement cette problématique? Alors c'est une problématique à laquelle on s'attelle depuis maintenant plusieurs années, puisque nous avons commencé à nous pencher sur ce sujet, cet enjeu en 2018. Et nous sommes devenus entreprise à mission en 2022, avec une grande partie de notre mission, de notre raison d'être, qui a pour objectif de construire ou reconstruire la ville sur elle-même, mais en ayant un impact positif sur l'environnement, sur tous ces aspects, et notamment l'enjeu du carbone, qui est absolument fondamental aujourd'hui pour nos métiers de la construction, de l'immobilier ou de l'aménagement urbain. Ça se décline sous plusieurs aspects dans notre opération, parmi lesquels je pourrais citer, on y reviendra peut-être, la transformation de bureaux à logement, la renaturation, la désimperméabilisation, voilà, des sujets qui sont vraiment au cœur de nos problématiques. Oui, c'est vrai qu'on est toujours dans cette notion de ZAN, zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher sur les friches, sur la transformation de bureaux à logement, sur les entrées de ville. Là aussi, ce sont des chantiers que vous considérez? Alors nous, le ZAN est plutôt quelque chose qui nous est positif, puisque effectivement, plutôt que de travailler à l'étalement urbain, notamment en Ile-de-France, les problématiques sont peut-être un peu différentes dans d'autres régions, mais plutôt que de poursuivre l'étalement urbain en Ile-de-France, c'est vrai que venir construire et densifier, ou intensifier plutôt la ville auprès des nœuds de transport en commun, ça me semble totalement louable et préférable.
Donc on travaille bien sûr à cette intensification, sachant que le deuxième point pour nous, c'est que notre ville, elle est déjà 100% artificialisée. Donc notre action, elle est plutôt une désartificialisation. Alors le mot peut sembler barbare, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 1% de pleine terre, ce qui est très peu, en tout cas au proche de la gare et dans le pôle tertiaire. L'objectif, c'est de passer à 25 à 30% de pleine terre. Donc en fait, notre action d'aménagement, il est plus d'artificialiser, mais il est plutôt de retirer du bitume, de retirer du goudron et de planter des arbres là où l'urbanisation des 50 dernières années avait complètement remplacé ce qui était avant des espaces maraîchers ou naturés. Ouais, on le disait, hein, l'enjeu c'est vraiment de passer ou plutôt de repasser au vert avec la contrainte budgétaire, donc sans se mettre dans le rouge. Comment on réalise cette équation? Alors c'est une équation très compliquée aujourd'hui. Les marchés immobiliers ne vont pas bien. Les finances locales des collectivités françaises, mais sur tout le territoire, ne vont pas bien non plus. De façon assez spécifique sur notre territoire de Val-de-Fontenay, on a une chance qu'on considère assez exceptionnelle, car nous avons des terrains que nous maîtrisons d'ailleurs pour partie beaucoup à la SPL ou avec nos partenaires, l'établissement public foncier d'Île-de-France ou la foncière de transformation immobilière. Donc on a réussi à acheter des espaces à transformer, Oui. qui étaient des bureaux vacants, qui étaient parfois des entrepôts aussi vacants, et que nous allons pouvoir utiliser comme foncier pour réintensifier cette ville dans une logique notamment de grande diversité et de mixité de programmation. On ne veut pas miser sur du tout tertiaire ou sur du tout logement ou sur du tout commerce, et on a une surface suffisamment grande pour avoir tous ces programmes dans la ville que nous allons construire. Et c'est en tant que tel un élément de résilience, parce que si un marché ne va pas bien, par exemple celui du bureau aujourd'hui, on peut se reporter assez facilement sur du logement. Troisième point que je pourrais citer quand même, on a une plaque tertiaire à Val-de-Fontenay, qui est le grand pôle tertiaire de l'Est parisien, qui tire un peu son épingle du jeu. Aujourd'hui, grâce à sa desserte en transport en commun et grâce à des grands utilisateurs historiques qui ne sont pas partis de Val-de-Fontenay, la Société Générale, AXA, BNP, la RATP, qui est le deuxième employeur de la zone, Malakoff Humanis, la Banque Palatine. Donc il y en a beaucoup qui sont restés, qui ont fait confiance à Val-de-Fontenay et pour lesquels on va pouvoir produire une ville plus qualitative, avec plus d'espaces verts, avec plus de services, avec des commerces. Et c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Eh oui, pour ces entreprises, c'est aussi l'idée d'attirer ou de retenir les talents en offrant un cadre de vie, bien sûr, beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, on a sur Val-de-Fontenay un habitant pour 23 salariés, parce que la pôle tertiaire est extrêmement important. L'autre objectif, c'est de rééquilibrer ce pourcentage avec un habitant pour 3 salariés. Ça veut dire l'arrivée de nouvelles populations, l'arrivée d'habitants, et on sait que l'Île-de-France aujourd'hui a besoin de création de logements. C'est un défi absolument essentiel. On ne veut pas pour autant faire disparaître cette place tertiaire et cette zone d'emploi, parce qu'elle est aussi vitale à l'est de Paris, et elle est complétée aussi par des activités de production, PMI, PME, qui sont extrêmement dynamiques et que nous voulons aussi conserver. Donc on pense à bon équilibre que d'avoir du logement recréé, et l'Île-de-France en a besoin, mais de conserver aussi les emplois tertiaires ou de transformation, de production. Voilà, donc on l'a compris, hein, réintensification des usages, réversibilité pour les bureaux au logement. L'enjeu également, c'est de remettre du vert, évidemment, de remettre de la nature en ville. Autant de défis qui attendent donc nos villes, hein, nos villes de toute façon dans toute la France, et en particulier pour la SPL Marne-aux-Bois. Merci François Bourvic, on comprend pourquoi vous faites partie des 100 qui font la ville avec cette très bonne connaissance. Directeur général de la SPL Marne-aux-Bois, et à très bientôt dans Smart Immo. Merci beaucoup.